Merci beaucoup. Merci pour l'invitation dans cette magnifique ville et magnifique hôtel, pour en plus parler d'un sujet que j'affectionne vraiment beaucoup, qui est quasiment une passion, le microbiote intestinal. Alors, ce qui m'a été demandé dans ce topo, donc il y avait Patrick qui m'a demandé écoute, il faut que tu déconstruises tous les mythes autour du microbiote intestinal, il y en a marre d'entendre parler de trucs, que c'est magique et tout ça. Et puis Khalid, il me dit il faudrait que tu fasses un truc pratique pour les pédiatres. Alors, tu te débrouilles avec ça. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est, et bon, vous me direz si à la fin ça ici, c'est essayer de donner un petit peu des clés de compréhension, parce que, un peu comme disait Pierre-Marie hier en orthopédie, eh ben, quand on a compris, et bien après, on peut aborder les situations présentes et futures, parce que, comme vous savez, c'est un champ en pleine évolution. Et donc, essayez de vous donner les clés pour comprendre ce que vous allez voir aujourd'hui et plus tard. Alors, puisqu'il faut démystifier, effectivement, il y a des choses qui sont un peu irritantes. Chaque article commence par il y a le microbiote, c'est hyper important, il y a 10 fois plus de bactéries dans l'intestin que de cellules humaines. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Le ratio est d'à peu près 1 sur 1, donc malgré tout, c'est quelque chose d'important. Hein, c'est de l'ordre de 100 000 milliards de bactéries. C'est à peu près le nombre d'étoiles qu'il y a dans la Voie lactée, pour vous donner une petite image. Donc ça fait beaucoup, mais voilà. Donc ce n'est pas une grossière erreur, mais c'est irritant. La deuxième chose, c'est qu'on n'arrête pas de dire oui, c'est un nouvel organe, ça pèse 2 kilos, etc. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que votre microbiote intestinal vous rajoute 1 à 2 kilos? Vous avez compris, on démystifie. Alors, il y a eu des études, hein, c'est-à-dire la réponse, elle est quand même scientifique, qui ont regardé juste après une mort subite quel était le volume du contenu fécal, et ils sont arrivés à peu près 400 grammes de poids sec. Donc ils ont dit, même si tu es très constipé, que tu as vraiment un côlon plein, le microbiote intestinal, ça ne doit pas peser plus de 500 grammes. Bon, ça c'était un peu en apéritif, un peu pour se détendre. Maintenant, on va arriver sur des concepts un peu plus importants. Alors, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est le microbiote du nouveau-né est hérité de sa maman à la naissance. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? C'est en partie, effectivement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, sans rentrer dans le débat, le nouveau-né naît sans aucune bactérie et, effectivement, il va être colonisé de façon massive, et j'ai mis cette image de l'évolution de l'univers, avec une période d'inflation très importante dès le départ, puisque vous voyez qu'à 2 à 5 jours de vie, on est autour d'1 milliard de bactéries, et puis après, ça continue à maturer un peu plus doucement jusqu'à l'âge de 3-5 ans environ. Et donc, dans cette période initiale, bien sûr, les premiers colonisateurs vont venir de l'environnement immédiat et donc de la maman, mais très vite, il va se coloniser par d'autres bactéries de l'environnement. Donc, certes, la maman va ensemencer un peu, mais ensuite, c'est quand même l'environnement proche du bébé qui va lui donner son microbiote. Néanmoins, rendons à César et à la maman ce qui lui appartient, c'est que quand on regarde, et ça c'est une étude qui vient d'être publiée cette année, quand on regarde parmi les espèces que le bébé partage avec son entourage et qu'on regarde la maman, les autres personnes dans la famille, voire dans le village, eh ben on voit que quand même il y a à peu près 1/3 des souches qui sont partagées entre le bébé et sa maman, et c'est effectivement la personne qui a le plus de souches communes avec lui. Alors, une question qui est... On rentre plus dans le dur, là. Est-ce que la dysbiose existe? Tout le monde a entendu parler de dysbiose. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un terme qui veut dire quelque chose? La dysbiose n'existe pas. Alors, je vais m'expliquer. Je vais d'abord vous donner une étude qui le montre de façon très élégante. Ce sont des Chinois, vous voyez, c'était publié il y a 5 ans. Ils ont séquencé le microbiote de toute une population de 7000 individus qui font partie de 14 districts dans une province de Chine
grosso modo, c'est un peu comme s'ils avaient pris 7000 individus en France dans des régions différentes, vu les tailles. Donc, ils ont vu que, alors ça, ce sont les phylums bactériens. Vous voyez, chaque individu est une barre, donc on voit que, en fonction de la proportion de phylums, il n'y en a pas deux qui ont le même microbiote, bon ça on s'y attendait. Mais surtout, ils ont regardé quels étaient les facteurs, ils ont fait tout un tas d'enquêtes, où ils habitaient, ce qu'ils mangeaient, s'ils étaient malades, etc. Et de façon spectaculaire, ils ont montré que le facteur qui influençait le plus la composition du microbiote, c'était là où ils habitaient. C'était leur code postal. Et alors, pour reparler de dysbiose, ils ont dit, on va regarder dans un district comment est le microbiote des gens qui ont une maladie métabolique, un diabète de type 2. Et ils ont vu qu'ils arrivaient à modéliser un petit peu avec une prédiction d'à peu près 75%, en analysant le microbiote des gens de ce district, s'ils allaient avoir un diabète de type 2. Enfin, s'ils avaient un diabète de type 2. Et puis, ils ont pris le même modèle qu'ils ont appliqué au district d'à côté, et ils tombent à 50%, c'est-à-dire à la même chose que tirer une pièce en l'air. Et donc, il n'y avait plus du tout d'effet prédictif. C'est-à-dire que les modèles de dysbiose de la maladie métabolique dans un district n'étaient pas extrapolables à un district à côté. Alors, si vous voyez un article qui vous dit la dysbiose de la maladie de Crohn, de l'obésité, de l'asthme, aux Pays-Bas, c'est ça, et on vous dit, regardez chez vos patients au Maroc, s'ils ont cette dysbiose, ils ont l'asthme. La probabilité que vous trouviez un asthme est quand même très très mince. Alors, ça pose aussi un problème en pratique clinique. Je ne sais pas si vous avez déjà été confronté à ça. Donc, nous, les gastropédiatres, on était habitués à voir des patients qui venaient avec des séries de dosages d'IgG. Je ne sais pas si vous aviez eu ça à un moment donné. Un truc qui coûte très cher. Donc maintenant, on les voit arriver avec une liste d'analyse du microbiote intestinal avec du vert, du rouge. En général, c'est du papier glacé. C'est très joli. En général, c'est très, très fouillé les explications. Et disons que la complexité des analyses n'ont d'égal que leur inutilité, puisque contrairement à, je sais pas, un ionogramme sanguin où on sait que quelle que soit la personne dans la salle, sa natrémie doit être entre 132 et 137. Si je vous fais votre microbiote intestinal, je peux l'analyser, mais je n'ai pas la norme en face. Donc je ne peux rien en tirer. C'est une donnée qui n'est pas une information. Alors, tous ces mythes et tout ça ont été publiés ici dans un article, vous voyez, qui est apparu le mois dernier, je les passe, mais si ça vous intéresse, il y a tout un tas de mythes sur le microbiote intestinal qui peuvent être comme ça déconstruits. Alors maintenant, pour parler un peu pratique, qu'est-ce qu'on fait si on veut moduler le microbiote intestinal en pratique clinique, c'est-à-dire dans notre pratique de clinicien de tous les jours? Alors, pour faire une métaphore et pour essayer de comprendre les différents moyens de moduler le microbiote intestinal, disons que votre microbiote intestinal, c'est un écosystème, c'est une prairie. Et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, une prise d'antibiotiques, un virus, un voyage, que sais-je, ou une maladie, il s'abîme et il faut le rétablir, sinon il va retrouver un autre état d'équilibre, ici avec des mauvaises herbes, qui n'est pas l'état antérieur. Alors pour ressemer votre pelouse, vous avez plusieurs moyens. Soit vous utilisez des graines, vous réensemencez, vous donnez ce qu'on appelle des probiotiques, dont la définition est écrite ici, qui sont des micro-organismes vivants qui ont un effet positif sur la santé. Soit vous donnez de l'engrais, ça ce sont les prébiotiques, c'est-à-dire un substrat qui va être sélectif à faire pousser des bactéries d'intérêt. Et puis, si avec ça, vous n'y arrivez pas, vous pouvez remettre un rouleau de pelouse, et ça, c'est la transplantation fécale, qui est, et vous le savez probablement, un traitement aujourd'hui dans le soin courant, dans une indication très précise, qui est la colite récidivante à Clostridioides difficile. Mais le problème, c'est que, contrairement à un médicament classique, là, il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire vous allez donner une souche pour changer un écosystème et vous espérez que le changement de cet écosystème va avoir un effet bénéfique sur votre patient. Donc déjà, il faudrait que la souche s'implante. Or, qu'est-ce qui a été démontré de façon extrêmement brillante par cette équipe israélienne en 2018 ? C'est que ça ne s'implante pas chez tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des volontaires sains, donc sains et très volontaires, parce qu'ils ont eu au total, comme vous voyez, 2 coloscopies.
Il y en a à qui ils ont donné une soupe de probiotiques, il y avait 11 souches de mémoire, et un autre du placebo. Ils ont regardé le microbiote partout, en haut, en bas, dans les selles, dans les biopsies, etc., à la fin de la supplémentation et un petit peu à distance. Ce qu'ils ont vu, alors c'est une échelle logarithmique, évidemment, pendant la période de supplémentation, on retrouvait plus les souches probiotiques chez les individus qui avaient reçu que le placebo, et vous voyez que ces effet s'estompent à distance de l'administration. Et quand ils sont regardés plus dans le détail, au fait, ils ont vu que ça, c'était pas homogène, c'est-à-dire il y avait des gens chez qui ça s'était implanté durablement, et d'autres chez qui ça ne s'était pas implanté du tout. Et alors là, si on reprend un petit peu la métaphore de tout à l'heure, un peu de la prairie ou du potager, bon, je sais pas vous, moi, si j'essaye de semer des trucs dans un potager, ça marche jamais. Parce que, en fonction du terrain, de l'ensoleillement, des plantes qui sont à côté, ce qui va être semé va ou non pousser. Et là, c'est pareil dans notre écosystème. En fonction des caractéristiques basales de l'écosystème, si vous ajoutez des souches probiotiques, elles vont ou pas s'implanter. Aujourd'hui, on est absolument incapable de définir ces critères et de prédire l'implantation d'une souche ou pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut raisonner un peu écologie. Alors, je vous donne ici ce concept de niche écologique. Vous imaginez de prendre des souris qui ont 3 types de microbiotes différents. Vous leur donnez une souche et ensuite vous les alimenter 7 jours avec un substrat que la souche ne peut pas utiliser pour croître. Eh bien, ce que vous voyez, c'est qu'en fonction du microbiote de départ, soit ça ne s'implante pas du tout, soit ça s'implante un peu et puis ça rebaisse, un petit peu comme on a vu chez nos volontaires sains tout à l'heure. Si en revanche, à ces mêmes souris, vous donnez la même souche, mais ensuite un substrat que la souche peut utiliser comme substrat, vous voyez que quel que soit le microbiote initial, elle va s'implanter durablement. Donc, c'est un peu, là aussi, on fait des images, c'est un peu comme si vous alliez dans un écosystème où vous n'êtes pas sûr de trouver de quoi vous substanter. C'est sûr que si vous partez armé d'un sac à dos, éventuellement d'un ou d'une amie et d'une gourde, c'est plus facile. Donc ça, c'est le concept de symbiotique, c'est-à-dire on ajoute un probiotique à un prébiotique. Et je dois avouer que j'ai été assez stupéfait en 2017 de voir cette étude clinique publiée dans Nature, qui est quand même exceptionnelle. Et maintenant, je suis un peu moins stupéfait parce qu'elle n'a jamais été répliquée. Voilà. Et vous savez, plus une revue a un haut impact factor, plus ils sont à la recherche de scoop et plus la probabilité que les choses ne soient pas confirmées est élevée, contrairement à ce qu'on pense habituellement. Et ce n'est pas vrai qu'en médecine. En tout cas, cette étude sur 5000 nouveau-nés, randomisés contre placebo, donc dans un contexte qui n'est pas ici, mais qui est l'Inde rurale avec une morbimortalité infantile importante, juste un symbiotique donné pour 7 jours à la sortie de la maternité, un suivi de 2 mois, voit une diminution drastique de la morbimortalité infectieuse chez ces enfants. Et donc ça, c'est le symbiotique, donc un probiotique et un prébiotique. Et pour finir, vous avez les postbiotiques, c'est le dernier né, vous voyez, ça c'est une définition de 2021, qui sont au fait des micro-organismes inanimés avec leurs composants cellulaires et éventuellement leurs métabolites. Alors maintenant le problème c'est que vous avez d'un côté du marketing qui vous inonde de solutions probiotiques et d'un autre côté les gens comme Patrick Tougnan qui vous disent ça marche pas, ça sert à rien, il faut pas les donner. Alors, dans ces cas-là, comment on fait ? On se réunit et on analyse la littérature, et c'est ce qu'on a fait donc, au sein de la Société européenne de gastropédiatrie durant l'année 2022, et donc on a publié fin 2022, début 2023 ce papier, en regardant la littérature pour chaque indication, quels étaient les probiotiques qui avaient une validation clinique. Le critère, c'était que pour chaque souche, il fallait prendre au moins 2 essais cliniques randomisés contrôlés contre placebo qui avaient qui donnaient le même résultat. Toutes les souches qui n'avaient qu'un seul essai clinique, par exemple, n'ont pas été prises en compte. Donc ces recommandations, on les a traduites ce mois-ci au sein du GFA-GNP. Si ça vous intéresse, voilà.
elles sont là, mais le plus important, c'est pas ça. Ça sera distribué, ça sera facilement accessible. Ce que je voulais pointer là-dessus, c'est le premier, c'est que les niveaux de preuve, malgré cette méthodologie très rigoureuse, on n'est tombé que sur des niveaux de preuve faibles à très faibles. C'est-à-dire que malgré tout, comme c'était une somme de petites études avec pas forcément toujours la même méthodologie, on n'arrivait pas à en dégager des choses importantes. La deuxième chose qui est très importante, c'est que là, sur notre tableau, pardon, je vais le remettre, vous voyez qu'ici, ce sont des noms de souches bactériennes que je mets. Or, autant pour le médicament, quand vous prescrivez de l'amoxicilline, peu importe la marque de spécialité, vous êtes sûr que vous allez avoir de l'amoxicilline dans la boîte. Or, on s'est rendu compte aussi avec l'EBSGAN que ce n'était pas le cas pour les souches probiotiques, comme ce sont la plupart du temps des compléments alimentaires et non des médicaments, et bien parfois, dans la gélule, il n'y a pas ce qui est écrit sur la boîte. Donc vous voulez prescrire une souche, fût-elle d'intérêt, mais vous n'êtes pas sûr que le produit que vous allez donner à votre patient contienne bien cette souche, etc. Donc, l'EBSGAN a listé un certain nombre de critères en disant, ben voilà, il faut que celui qui produit cette souche vous garantisse que la souche est présente en nombre suffisant jusqu'à la fin de la durée de conservation, qu'il peut se retrouver jusqu'au côlon sans être détruit, qu'il est capable de coloniser l'intestin, qu'il a évidemment un effet bénéfique, donc ça c'est les serres randomisées contrôlées, et surtout qu'il est exempt de contamination, parce qu'il y a eu des histoires de chasse d'enfants infectés par des souches contaminantes dans le produit. Donc, si on veut résumer un petit peu, il y a effectivement, et je pense que c'est quelque chose que vous ressentez, quelque chose d'inversement proportionnel, c'est-à-dire d'un côté, un énorme marché des probiotiques et d'un autre côté, des preuves issues des essais randomisés contrôlés qui sont limitées. Alors évidemment, on va demander des essais de plus grande qualité, des études mécanistiques, que évidemment les recommandations doivent être liées aux souches, mais ça, ce sont, je dirais, des vœux pieux, puisque personne n'obligera les probiotiques qui sont des compléments alimentaires à faire ces études, puisqu'elles n'ont pas besoin de déposer des dossiers d'AMM. Et là, j'en viens peut-être à une perspective un petit peu disons, de demain, aujourd'hui, demain, c'est que dans le monde de la modulation du microbiote, on est passé... Alors, les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? Les prébiotiques, en particulier, c'est votre alimentation, ce sont les fibres que vous mangez. Donc, ce sont des aliments. Avec les probiotiques, ce qu'on appelle traditionnels, on dit, ah bah tiens, les bifidobactéries, les lactobacilles, c'est bien, c'est dans le yaourt, ça fait du bien. Voilà, donc tout ça, ce sont plutôt des compléments alimentaires. Et puis, on s'achemine plutôt vers des probiotiques de nouvelle génération, dont je vais vous dire un mot, voire des postbiotiques, c'est-à-dire une fois qu'on a compris le mécanisme par lequel le probiotique agit sur l'écosystème et ensuite agit sur l'hôte, eh ben on dit on va donner directement la molécule qui agit sur l'hôte au lieu de faire toutes ces inférences de souches qui doivent coloniser un intestin. Et donc ça, on va plutôt vers le médicament, et donc on est en train de switcher du complément alimentaire aux médicaments. Et je vous donne un exemple justement de ces probiotiques de deuxième génération. Là, la démarche est tout à fait différente. Alors, je prends l'exemple de la maladie de Crohn, qui est la maladie que je connais le mieux. Donc, c'est l'équipe d'Harry Sokol, essentiellement à Saint-Antoine, qui a montré que chez les patients, ils étaient déficients, disons, d'une bactérie qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii. Il a montré un effet mécanistique, qu'elle produisait une protéine anti-inflammatoire. Et maintenant, il en est aux études cliniques de donner spécifiquement cette bactérie à des patients qui sont atteints de maladie de Crohn pour essayer soit de les induire à la rémission, soit d'éviter la récidive. Alors, il y en a d'autres. Alors, celle, comme Patrick est modérateur, je vais parler de Akkermansia muciniphylla, qui est à l'obésité et au syndrome métabolique, ce qu'est Faecalibacterium prausnitzii à la maladie de Crohn. Et là, manque de bol, les études cliniques ont montré que ça ne marchait pas. Donner de l'Akkermansia muciniphylla à des obèses ne les fait pas maigrir. Voilà. Au mieux, ça améliore un peu quelques paramètres biologiques. Voilà, je voulais conclure là-dessus. Encore une fois, je ne vous ai pas déroulé des études cliniques, j'ai essayé de vous donner juste des clés de compréhension parce que c'est un monde en mouvement et je suis persuadé que c'est comme ça qu'il est bon de lire les études sur le microbiote. Et encore une fois, un grand merci pour cette invitation dans cette ville magnifique. Et je ne sais pas...